aujourd'hui, on va adresser différents sujets chauds d'actualité sur l'immobilier. Donc, la construction avec Karel et Alex ici, le marketing avec moi-même, le développement immobilier et la vision plus entrepreneuriale. Donc, sans plus attendre, commençons. Yes. Alors, parlons un peu de la réalité terrain au niveau de la construction. Vous êtes constamment sur les chantiers, vous voyez vraiment les défis de près. Parlez-moi un peu de comment vous gérez efficacement les coûts et les délais par rapport au projet de construction. Oui, donc les coûts et les délais sont l'une de nos priorités essentielles au sein de l'entreprise CoSolTech. Donc, en parlant de délai, on débute toujours par planifier un échéancier global auprès de nos sous-traitants, nos fournisseurs et nous-mêmes spécifiquement. On prend en considération les attentes clients, effectivement, aussi, dans l'échéancier global. On prend tous les facteurs en considération, donc internes et externes aussi. Puis on fait un monitoring du chemin critique tout au long du projet. Okay? Par la suite, on met en place un échéancier court terme qui est envoyé à toutes les parties prenantes, incluant les sous-traitants qui sont impliqués, les professionnels et notre client aussi. Puis par la suite, on fait des réunions de chantier hebdomadaires qui permettent la coordination avec tous les sous-traitants. On prévoit les coulées de béton, les inspections, puis on détermine et met en place des work plans spécifiques pour des opérations de levage critique, par exemple. Pour qu'est-ce qui est du suivi des coûts, c'est un élément assez important pour nous, puis pour tous les entrepreneurs généraux, mais particulièrement parce qu'on est un développeur immobilier aussi. Donc, on est à l'écoute des tendances du marché, puis on apporte toujours des idées et des questionnements par rapport au value engineering. Donc, c'est quoi le value engineering? C'est l'analyse des plans avec un aspect critique. Donc, on prend en considération l'expérience en tant qu'entrepreneur général et développeur immobilier, puis on remet en question différents éléments, comme par exemple les types de structures, les types de systèmes de ventilation, les types de systèmes mécaniques, donc plomberie, électricité, des types de murs rideaux. Puis on essaie de voir si on peut rentrer des équivalences qui vont coûter moins cher, mais qui vont venir optimiser l'échéancier du projet aussi, sans compromettre la durabilité puis le ROI du bâtiment, donc le Revenue over Income. Alex, as-tu un exemple de projet dans lequel on a changé notre approche par rapport à la conception pour pouvoir tenir compte du contexte puis des besoins du client? Oui, bien sûr. On a deux projets assez récents là, dans les 5 dernières années qu'on a mis en place, qu'on a dû apporter ce genre d'éléments de modification-là dans notre stratégie en cours de pré-développement. Donc, en 2022, un de nos clients nous a approché pour un projet multirésidentiel haut de gamme de 5 étages seulement, donc qui n'était pas grande hauteur. Préalablement, le client nous a approché avec un type de structure de bois préfabriqué. En 2022, on était en cours de COVID ou fin COVID, donc vous allez comprendre que la pénurie de bois et de main-d'œuvre était très importante. Donc nous, on a remis les cartes sur la table, puis on a déterminé différents types de structures à voir quel serait le type de structure le plus optimal pour le client, pour les valeurs du client, pour les besoins du client. Donc, on a distingué différents choix, dont structure de bois et structure de béton. Après une forte mise en place des différents paramètres d'économie de coûts, nous avons pu déterminer que pour à peu près le même coût, on a été capable de construire un bâtiment en béton. Donc, le bâtiment en béton par rapport à une structure de bois a pu augmenter la valeur du financement, a pu augmenter, en fait, diminuer les coûts des assurances, puis aussi augmenter la valeur du financement, là, bien sûr, la valeur du bâtiment. Donc, ça a vraiment été très bénéfique pour le client. C'était vraiment l'idéal. Le client était super content. Deuxième option, deuxième projet dont on avait eu à se distinguer par rapport à des situations innovantes de la même manière, c'est en 2024,
On a un autre client qui nous a approché pour construire un bâtiment de moyenne gamme maintenant. Donc, c'était pas d'haut de gamme, c'était pas d'entrée de gamme, c'était vraiment de moyenne gamme. Par contre, ce bâtiment-là, c'était un bâtiment de 7 étages, vraiment à la limite d'être grande hauteur. Fait que c'était assez particulier. OK? Donc, prenant en considération cet élément-là, on ne pouvait pas aller en bois. Donc, on pouvait aller soit en béton ou en structure d'acier léger. Après différentes études d'économie de coûts, on a été capable de déterminer qu'on pouvait sauver jusqu'à 1,5 million de dollars à aller avec l'option de structure d'acier léger. Donc, ceci prenant en considération qu'on modifiait beaucoup d'éléments aussi mécaniques, électriques, des éléments du système intérieur pour être capable de sauver autant d'argent que ça, sans compromettre, bien sûr, la qualité du bâtiment. Pour ajouter aussi, on parlait de contrôle des coûts et d'échéanciers. Pour nous, c'est important d'impliquer le client dans l'échéancier pour qu'il connaisse c'est quoi son implication et lui et les parties prenantes qui contrôlent. Il faut qu'il sache s'il y a des permis, des obtentions de permis qui sont nécessaires pour l'avancement du projet. On a-tu des rapports de consultants à obtenir pour pouvoir aller plus loin dans la démarche? Puis est-ce que de temps en temps, on a des approbations de produits à faire, des approbations de versions de plan pour aller encore une fois plus loin puis avancer? Puis l'autre élément qui est important, c'est comme n'importe quel développeur, le proforma est jamais bien loin sur la table puis on veut tout le temps valider la rentabilité du projet. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer d'être transparent avec le client puis de lui soulever s'il y a des red flags ou des embûches à venir qui pourraient avoir un impact sur le proforma, l'échéancier ou les coûts du projet. Très intéressant. Tantôt, Alex a fait référence à la structure, les types de structures. C'est pas tout le monde qui comprend un peu ce jargon-là. C'est quoi que vous remarquez les structures les plus demandées, les plus recherchées? Tout dépendamment de la demande du client, bien sûr, donc de la qualité du produit qu'il veut offrir et des locataires. Donc, ça va aussi dépendre de la région, du type de sol. Donc, il y a beaucoup de critères, de paramètres qui vont définir le type de structure. Par exemple, si le bâtiment est grande hauteur, on ne peut pas aller en bois. Si le bâtiment fait plus de 4 ou 5 étages, on ne peut pas aller en structure de bois. Donc, on va définir au client, on va donner les options au client de soit aller en acier léger ou en béton. Maintenant, entre acier léger et béton, c'est sûr que béton, c'est un produit qui est plus haut de gamme. Il y a une meilleure insonorisation. Les plafonds peuvent être de plus grande hauteur. On peut garder des plafonds apparents, tandis que dans l'acier léger, le client n'aura pas ces améliorations-là à l'intérieur du bâtiment, disons. OK, wow, super. Je vais changer de sujet. Depuis un certain temps, je pense depuis quelques années même, on entend beaucoup parler de la pénurie de main-d'œuvre. Je sais que c'est un gros défi aussi pour vous. Comment vous vivez cette réalité sur vos chantiers? C'est quoi votre stratégie ou comment est-ce que vous y faites face? Oui, absolument. Pour qu'est-ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr, depuis la COVID, depuis 2021, c'est un facteur, c'est un enjeu dans le domaine de la construction, dans l'industrie de la construction, là, je ne vous le cacherai pas. Puis je pense non seulement dans l'industrie de la construction, là, dans toutes les différentes industries commerciales, là, institutionnelles. Par contre, pour qu'est-ce qui est de la construction au Québec, les risques majeurs sont, entre autres, les retards des projets, l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à la rareté de la main-d'œuvre et aussi la diminution de la qualité des projets. Fait qu'il faut vraiment faire attention de sélectionner les bons sous-traitants pour le projet particulier. Okay? Étant donné qu'au Soltec, on a une intégration verticale à même notre entreprise, en partant du pré-développement, comme que j'expliquais, on est capable de sélectionner notre type de structure. Du moment qu'on sélectionne le type de structure, on rentre tout de suite en contact avec des sous-traitants spécifiques qui vont pouvoir nous donner des guidelines pour s'assurer qu'on n'est pas en conflit avec des pénuries de main-d'œuvre ou de matériaux. Par exemple, encore une fois, en COVID 2021-2022, on a eu ce problème-là avec le bois. Donc, justement, comme que j'expliquais, on est allé vers un projet en béton au lieu du bois, carrément. Okay? D'autres éléments aussi, chez CoSolTech, on privilégie les projets privés et les projets en design-build. Donc, c'est certain que la sélection minutieuse des sous-traitants en fonction de leur disponibilité puis de leur qualité
est primordial là, pour nous. OK? Ensuite, Cosoltech, nous autres, on est tout le temps à la recherche de nouveaux sous-traitants, de nouveaux fournisseurs. Puis pour ce faire, on est à l'écoute autant de nos professionnels, de nos collaborateurs, de nos partenaires, ainsi que nos créanciers. On dit toujours que l'industrie de la construction, c'est un petit monde, mais c'est un petit monde qui change rapidement. Donc, on reste en contact avec tout le monde le plus possible. Si je peux compléter là-dessus, c'est sûr que dans un projet de construction, il y a différentes phases. Par exemple, au début, on est dans la structure, on va tomber dans la finition un peu plus tard, mais à chaque phase de projet, il y a tout le temps un sous-traitant qui va être un peu la locomotive du projet. Fait qu'on va essayer de choisir ce sous-traitant-là en particulier pour qu'il drive le show puis qu'il y ait la main-d'œuvre qualifiée qui soit capable de mener le chemin critique à bon port. Puis si ce sous-traitant-là en particulier est mal choisi, souvent, c'est ça qui peut faire déraper des projets. Fait qu'on a des partenaires, nous, que ce soit, par exemple, en coffrage dans la structure de béton ou en système intérieur, c'est des sous-traitants qui sont clés pour la réussite d'un projet. Fait que ça, on va amener vraiment une analyse exhaustive de ces sous-traitants-là quand on va faire la sélection puis l'octroi des contrats. Puis, Karel, moi, j'ai une question pour toi maintenant. Est-ce que tu penses que dans le futur qu'on pourrait faire face à des travailleurs robots ou à des exosquelettes pour justement répondre à la pénurie de la main-d'œuvre au Québec? Écoute, je suis pas certain que ça va arriver dans un année si rapproché que ça. Par contre, quelque chose d'un peu plus tangible qu'on commence à voir de plus en plus, c'est certain que tout ce qui peut être préfabriqué, ça a un bénéfice sur l'échéancier. C'est des conditions de fabrication en usine qui sont plus contrôlées. On est capable d'avoir des échéanciers plus rapides, puis aussi de faire face à ça, à la pénurie de main-d'œuvre. Puis, par contre, pour y arriver, il faut avoir une bonne planification. Il faut être capable de voir en amont puis de se laisser le temps nécessaire pour avoir le matériel au chantier qui est préfabriqué. Wow, OK. On le sait, ben, peut-être pas tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, mais Cosoltech est reconnu depuis plus de 28 ans pour notre capacité à innover, à trouver des nouvelles façons de travailler pour respecter les budgets précis de nos clients et leurs attentes. Dans le fond, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous intégrez l'innovation et la gestion des coûts dans vos projets pour rester un peu à l'affût de toutes les nouvelles façons de faire et la technologie qui se trouve en ce moment dans le marché? Yes. Ben, premièrement, il faut connaître notre client. Fait que chaque client est différent, ils ont des besoins différents, ils ont des contraintes aussi différentes, puis des objectifs différents. Fait qu'il faut être à l'écoute du client, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que l'approche va être différente aussi si on parle d'un client qui veut faire du logement abordable ou si quelqu'un veut faire du haut de gamme. Fait qu'on va avoir un course of action qui va être différent en fonction de ces objectifs-là. Aussi, on aime travailler dans un processus itératif. Encore une fois, comme tous les investisseurs, développeurs, ils veulent pas mettre trop d'argent tant qu'on n'a pas fait certaines validations, on n'a pas coché certains checkmarks. On va tout le temps y aller prudemment plus on avance. Fait qu'on travaille de façon itérative. On y va avec les étapes essentielles qui sont nécessaires pour que le processus avance. Puis au fur et à mesure qu'on coche des cases, ben là, on engage d'autres frais, puis on valide au fur et à mesure aussi que le budget, que la rentabilité du projet est respectée. Puis ça nous permet d'avancer. Par ailleurs aussi, on essaie d'assurer une bonne communication avec le client. Fait qu'on l'implique à toutes les étapes. On va aussi lui soulever s'il y a des red flags à venir, si on identifie des risques potentiels sur le projet qui peuvent avoir un impact. Fait qu'on va tout être transparent dans le processus, autant sur les coûts, sur l'échéancier, que sur les facteurs externes comme les villes ou les ministères qui peuvent impacter le projet. Puis aussi, ben, on parlait d'innovation. C'est certain que quand on accompagne un client dans un projet en pré-développement ou en construction, ben, il faut tout le temps, nous, se réinventer. Donc, on assiste constamment à des conférences, à des formations pour savoir c'est quoi les produits, c'est quoi les solutions sur le marché qui permettent de répondre à des besoins spécifiques. Puis après ça, quand on est à table avec le client puis qu'il nous dit, ben moi, mon terrain il est tout petit puis j'ai besoin de faire de la rétention parce que j'ai tel enjeu puis j'ai telle contrainte à respecter, ben on va y arriver avec OK, as-tu pensé à tel produit? As-tu pensé à telle solution qui répond à ce besoin-là? Puis bien souvent aussi, c'est que ça va répondre aussi à un enjeu budgétaire d'apporter ces produits-là qui sont innovants.
Puis finalement, ben nous, comme on est aussi, on est autant développeur immobilier, constructeur que gestionnaire immobilier, on va approcher les projets, aborder les projets avec une perspective long terme dans les choix de conception. Fait on va penser au CAPEX, on va penser au coût d'opération, on va penser aussi à la facilité d'entretien d'un bâtiment. Puis la maintenance, pour être sûr que le bâtiment, il vieillit bien, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est de clients qui ont eu des mauvaises expériences, c'est, oui, mon bâtiment, il n'a pas coûté cher, mais il se détériore rapidement avec le temps. Fait que nous autres, on veut que le bâtiment ait une bonne valeur dans le temps, qui ait un bon actif pour notre client. Exactement. Puis pour agrémenter les commentaires à Karel, bien sûr, l'innovation, les attentes clients, c'est vraiment au top de notre priorité chez Cosoltech. Justement, étant donné qu'on est développeur immobilier et qu'on est gestionnaire d'immeubles aussi, on sait vraiment à quoi s'attendre. Puis on fait des post-mortem pour s'assurer que ça ne réarrive pas aussi. Donc, côté innovation, bien sûr, c'est non seulement niveau directeur et VP de l'entreprise, on offre à tous nos employés à la construction des lunch and learn pour s'assurer que notre équipe à la construction reste à l'affût des tendances du marché. Puis on voit là, que notre équipe apprécie ça énormément. Pour qu'est-ce qui est des logiciels de gestion, on offre à nos équipes tous les outils nécessaires là, pour qu'ils puissent performer avec les meilleurs outils de gestion possibles, dont Procore, dont Revit pour les maquettes, pour les plans, pour superposer tous les différents types de plans, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les entités mécaniques, électriques, plomberie, tous ces éléments-là. Puis aussi, on a une équipe dédiée avec un drone qui se promène sur nos chantiers pour prendre des photos aériennes et créer des work plans lorsque requis pour s'assurer que nos sous-traitants puissent exécuter les travaux conformément. Absolument. Donc, c'est bien sûr, dépendamment des valeurs du client, du type de projet, comme que je disais dans le podcast un peu plus tôt, entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, on va proposer aux clients différents types de choix, comme un menu à la carte, carrément, comme quand le client va au restaurant. Puis, c'est de cette manière-là qu'on se distingue auprès de nos clients privés, puis qu'on arrive à offrir un service hors pair. Carrément. Enfin, la technologie du bâtiment, comme vous le savez, tout le monde le sait, ça évolue tous les jours. Les matériaux évoluent énormément. Donc, il faut s'attendre que les attentes des clients évoluent énormément. Donc, une de nos dernières innovations, disons, chez Cosoltech, on a créé un département en charge d'organiser les demandes de subventions, entre autres celles d'Hydro-Québec. Donc, on vient optimiser le bâtiment, on vient optimiser le processus d'obtention de ces subventions-là pour s'assurer que les coûts de construction ne sont pas trop élevés par rapport à la valeur des subventions qu'on peut aller chercher. Donc, c'est vraiment un service optimal là, qu'on vient offrir à nos clients. Puis juste un ajout aussi, on parlait d'offrir des choix aux clients. Des fois, on entend dans le marché, le client, il ne sait pas ce qu'il veut, il change tout le temps d'idée, tout ça. Mais je pense que ce n'est pas la bonne approche. Il faut plutôt voir le client comme quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement la construction, puis il faut lui offrir le plus possible de possibilités avec toute l'information qu'il a besoin pour prendre ses décisions. Faut lui dire combien ça coûte, c'est quoi les risques associés à chaque option, puis avec ça, il est capable de prendre des décisions éclairées. Parce que souvent, un client qui change d'idée, c'est quelqu'un qui n'était pas au courant de toutes les options qui s'offrait à lui, puis que par la suite, il a jasé avec du monde, puis il a entendu « Ah, il y a ça qui se fait dans le marché, pourquoi je n'irais pas avec ça, moi? » Nous autres, c'est notre devoir comme accompagnateur de clients en phase de pré-développement, de lui exposer toutes ces options, puis aussi les contraintes qui s'imposent à chaque option. Là. Absolument. Tantôt, Alex, tu as touché un point qui est très intéressant. Tu as parlé de la valeur de l'innovation. Donc, est-ce que vous pensez commencer à prioriser des collaborations avec des sous-traitants, des fournisseurs qui, eux aussi, priorisent l'innovation dans leur approche de travail? Oui, c'est un excellent point. En fait, on collabore le plus possible avec des sous-traitants durant notre période des fois de due diligence et de pré-développement particulièrement. Puis c'est ceux-ci qui se distinguent le plus. On va essayer de voir avec eux c'est quoi les meilleures méthodes, c'est quoi les meilleures pratiques dans l'industrie pour justement
améliorer l'échéancier, améliorer les coûts, puis s'assurer qu'on rentre aussi, qu'on respecte les valeurs et les demandes du client. Donc, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, on essaie d'avoir les meilleurs collaborateurs possibles. Ouais. Puis juste pour enchérir là-dessus, la construction, c'est un marché qui n'échappe pas aux règles d'offres et de demande. Fait que c'est bien. Il y a des sous-traitants qui ont des innovations, mais encore faut-il qu'elles soient compétitives. Donc nous, on va évidemment considérer ou privilégier même les sous-traitants qui amènent des solutions innovantes, parce que généralement, ces solutions-là, c'est qu'elles répondent à un besoin de budget ou d'échéancier. Fait que quand on a un besoin d'aller plus vite, ben, on va peut-être privilégier la préfabrication. Quand on a un besoin de faire un travail qui est très spécialisé, mais on va faire appel aux sous-traitants ou aux produits qui répondent à ce produit spécifique-là. Puis pour nous, c'est ça l'innovation. C'est de bien choisir comment qu'on travaille, les méthodes, les produits, puis les spécialistes pour répondre aux besoins. Hein. Parfait. Parlons un peu de la qualité. On le sait, la qualité constante est essentielle pour nous pour maintenir notre réputation, surtout dans les projets résidentiels et surtout dans les projets haut de gamme. C'est quoi les stratégies que vous adoptez pour garantir cette qualité tout au long des travaux jusqu'à la réalisation d'un projet? Oui, bien absolument. Chez Cosoltech, en fait, on a abordé un comité de qualité il y a quelques années. Parmi ce comité de qualité-là, on a des employés qui font des inspections récurrentes tout au long du projet et particulièrement pour les jalons spécifiques du projet. Donc, pour tout ce qui est coulée de béton, fermeture de murs extérieurs, les scellements coupe-feu, les inspections de shafts mécaniques, ainsi de suite. Donc, on s'assure que avant de fermer des éléments critiques, ou de construire des éléments critiques, que les inspections nécessaires sont faites à l'interne de notre entreprise. Par la suite et en parallèle, on a aussi les professionnels qui viennent jouer un rôle important. Okay? Nous autres, on est une entité privée. Comme je disais tantôt, on priorise les projets privés et les projets design-build. Donc, on n'a pas peur d'impliquer les professionnels aussi. Donc, eux aussi, ils ont leur part d'items à valider. Donc, eux vont nous remplir des rapports d'inspection et s'assurer qu'on construit conformément aux plans et devis. Okay? Parfait. Parlons un peu du projet Monroe Milan. Ces projets-là se démarquent par leur positionnement haut de gamme. J'imagine que vous avez des enjeux spécifiques à ces types de projets. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui. C'est des projets haut de gamme. Les projets haut de gamme, c'est des projets qu'on s'attend à avoir une clientèle très exigeante. Donc, on va accorder une importance d'autant plus importante aux besoins du client puis à ce qu'il recherche dans un projet. Donc, généralement aussi, les projets haut de gamme, c'est des projets qui ont une grande composante design intérieur. Donc, on va accorder une importance encore là supérieure au design intérieur. On va l'impliquer très tôt dans le processus de la designer, en même temps que la structure, que la mécanique du bâtiment, pour qu'il y ait une bonne coordination qui soit faite, une bonne intégration de ces éléments-là de design dans le bâtiment. On parle entre autres là, des comptoirs de quartz, des planchers chauffants, des niches pour des rideaux, des bandes LED encastrées dans le plancher, dans le plafond, du mobilier intégré très présent, des matérialités complexes. Donc, tout ça nécessite une bonne coordination très tôt dans le projet. C'est pour ça qu'il faut il faut impliquer les bons intervenants, les bonnes parties prenantes. Aussi, les projets haut de gamme, ça ne court pas les rues nécessairement. Donc, quand on veut faire naître un projet haut de gamme, il faut quand même bien faire nos études de marché. Il faut être attentif aussi à la compétition. Si on est dans un secteur très niché, puis qu'on arrive avec un projet haut de gamme, puis qu'il y a un ou deux autres projets haut de gamme, il faut bien les connaître, il faut les étudier, puis voir c'est quoi qui a marché, c'est quoi qui a moins bien marché dans ces projets-là pour reproduire, pas nécessairement reproduire, mais prendre le meilleur puis laisser le pire de côté. Puis aussi, comme on est une entreprise qui fait aussi de la gestion immobilière,
on va aller tirer l'information de ce département-là. Donc, nos propres projets, c'est notre meilleure data pour nous remettre en question sur les projets futurs. Donc, on va faire des post-mortem à la fin des projets avec l'équipe de gestion, avec l'équipe de location. Qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont retenu des discussions avec les locataires, c'est quoi qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et on va intégrer ça dans les futurs projets. Puis quand on parle de qu'est-ce qu'on regarde spécifiquement, on va regarder par exemple la configuration, la dimension des logements, les chambres étaient assez grandes, il y avait assez d'espace de rangement, aussi l'utilisation des espaces communs, parce que quand on fait un bâtiment, un développeur va tout le temps regarder c'est quoi son revenu. Puis quand on utilise certains pieds carrés du logement, pas du logement, mais du bâtiment pour des espaces communs, c'est en quelque sorte on renonce à des revenus, mais on les investit en quelque sorte dans le projet pour aller chercher une valeur ajoutée. Fait que ça, on va être très à l'écoute de est-ce que c'était des dollars bien investis pour la location. Puis finalement aussi, tout ce qui est logistique, là, des détails qui peuvent sembler anodins, mais qui ont quand même un impact sur nos locataires au point de vue ergonomique, comme les stationnements, le contrôle d'accès, ne serait-ce que la gestion des déchets ou les bornes de recharge d'auto. C'est toutes des choses que les locataires regardent, puis que dans leur day-to-day, si c'est fluide, si ça fonctionne bien, ben, ils vont revenir, ils vont renouveler leur baux, puis ça va attirer d'autres gens dans ces projets-là. Je vous pose la question aux deux. Dans le marché actuel, est-ce que c'est encore rentable pour un constructeur, un développeur de bâtir des projets haut de gamme? Question surprise? Opinion, question surprise, mais juste votre opinion, votre expertise de ce que vous voyez en ce moment. C'est encore rentable ou est-ce que ça vaut l'investissement? Je pense que ça prend des vérifications en amont quand même qui soient faites. Il faut qu'on ait des études de marché, qu'on s'assure qu'on a la clientèle pour. On ne peut pas s'implanter dans n'importe quel marché non plus. Il faut quand même avoir fait nos devoirs en amont. Puis, comme je dis aussi, chaque dollar doit être bien investi. Il y a des choses que quand on investit dans un projet pour un mur en marbre ou des finitions très, très onéreuses, il faut être sûr qu'on va avoir le payback de ça, puis que ça va avoir l'effet souhaité, puis qu'à la fin de la journée, ça va se traduire sur une rentabilité dans le pro-forma. Moi, je pense que oui, le haut de gamme a sa place, mais il faut être prudent, puis il faut bien jouer ses cartes. Le courtier immobilier en moi dirait 3 mots. Location, location, location. Absolument, le mot magique, on le sait, surtout en immobilier. Bon, vous l'avez dit plusieurs fois, CoSolTech, dans le fond, on s'occupe de différents affaires. On fait la construction, on fait de la gestion immobilière, on gère aussi la mise en marché, la location. Je pense que cette intégration verticale est un atout, un avantage assez unique dans l'industrie. Selon vous, comment est-ce que ça se reflète positivement sur nos projets? Comment est-ce que ça nous distingue des autres? Ben, c'est simple, c'est qu'on dépend de personne. On a des partenaires externes quand même, mais on est en contrôle de chaque étape de la chaîne de production. Puis l'exemple, je ferai une analogie avec un exemple. Dans la famille, on a une cabane à sucre. Puis la cabane à sucre, c'est sur une terre à bois. Puis sur la terre à bois, des fois, on passe des fins de semaine à bûcher du bois. On fend du bois, on entrepose ça. Après ça, on récolte l'eau d'érable. On va prendre le bois pour bouillir l'eau d'érable. Ça va faire du sirop. Puis à la fin, le produit fini, c'est une canne de sirop d'érable. Ben, la canne de sirop d'érable dans l'immobilier, c'est un bâtiment. Puis on va être en contrôle de chaque étape de la production du bâtiment. Puis aussi, comme on disait plus tôt, c'est que comme on ne fait pas juste des projets pour nous, on fait des projets pour des clients externes aussi, c'est qu'on peut rentrer à une étape du projet différente en fonction des besoins du client. Il y a un client qui peut avoir déjà fait l'achat de son terrain, qui a fait son due deal, il est prêt à construire, il a fait quelques plans, on embarque à ce moment-là, puis on va utiliser notre bagage pour l'accompagner jusqu'à la fin. Par contre, si le client il regarde pour acheter un terrain, il n'est pas encore très avancé dans ses démarches, on est capable de l'aider à cette étape-là aussi. Puis au même titre que de temps en temps, on va ramasser des contrats de construction uniquement. Fait que c'est des sous-traitants, des clients qui ont des projets, puis ils nous invitent, puis on va construire leur bâtiment. Ils ont déjà tout fait leur démarche en amont, puis c'est bien correct comme ça. On est capable d'être caméléon dépendamment des projets, là.